d'être là et de participer à cette espèce d'anniversaire des 10 ans de la révolution en Syrie. Je vous rappelle le thème que nous allons traiter aujourd'hui, Printemps arabe, mythe et réalité, la Syrie 10 ans après. C'est triste d'en arriver à 10 ans, mais c'est le cas. On a aujourd'hui c'est le la quatrième vidéoconférence que l'association France-Syrie mène. Il y en aura deux autres prévues en avril et en mai, au moins. Et aujourd'hui, on a un très beau panel d'intervenants qui, je crois, est assez exceptionnel parce qu'on est allé les chercher un peu partout, y compris à Tunis. Il y aura donc, pour ouvrir le tir, et c'est normal parce que Caroline est, je vous rappelle, colonel de la réserve opérationnelle, il y aura Caroline Galacteros, qui est docteur en sciences politiques, qui est un ancien auditeur de l'IHEDN et qui dirige actuellement Géopragma. Elle anime aussi un blog qui s'appelle Bouger les lignes. Ensuite, on a le privilège d'avoir Gérard Bapt, qui est le député très fidèle de notre réunion, de notre assemblée, qui a été président du groupe d'amitié France-Syrie à l'Assemblée nationale pendant de nombreuses années, qui est médecin et qui a fait sur le terrain en Syrie, notamment à Alep, de multiples visites de travail. Ensuite, il y aura M. Ahmed Manaï, qui est pour la première fois parmi nous, qui est tunisien et qui a présidé l'Institut de relations internationales arabes, qui a été aussi membre des observateurs arabes en Syrie en 2011, c'est-à-dire il y a exactement 10 ans. Il a aussi écrit plusieurs ouvrages sur les pays arabes. Pour terminer en beauté, M. Densey, Eric Densey, qui est le directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R, et qui a écrit beaucoup de livres, notamment La face cachée des révolutions arabes. M. Densey est un politologue et c'est un expert du terrorisme. Donc, si Caroline, vous êtes prête, ouvrez le tir et allez-y alors. Bon, bah, j'ouvre le tir alors, d'accord. D'accord, très bien. Merci, Président. Bien, écoutez, je suis très heureuse d'être ici ce soir avec vous, même si c'est pour un bien triste anniversaire, de mon point de vue, et je suis sûre que je ne suis pas seule. C'est le 10e anniversaire d'un pays et d'un peuple martyr. C'est le triomphe, je trouve, du cynisme occidentale, c'est le triomphe de l'opportunisme de certaines puissances régionales, et en tout cas c'est celui de vraiment l'indifférence des uns, des autres et de presque tous aux souffrances humaines que la poursuite de leurs objectifs a produit depuis 10 ans. Le bilan est très lourd, vous le savez, vous le connaissez tous. 10 millions de réfugiés à l'intérieur et à l'extérieur, une économie complètement dévastée, 500 000 morts, 1 million au moins de blessés. Pour moi, c'est vraiment la démonstration que les bons sentiments et les grands idéaux universalistes font des tombereaux de morts et sont en fait un masque de cynisme très fort. Je pense que l'Europe et la France se sont très lourdement discréditées, moralement, politiquement, en prêtant la main à la destruction de ce pays, dont l'équilibre communautaire était fragile. Je pense que nous avons une grosse culpabilité, mais que, évidemment, comme beaucoup de coupables, on ne masque sa culpabilité que par le déni massif et généralement par l'entêtement, quand ça n'est pas par l'inversion victimaire. Et ça aussi, on sait très très bien faire, d'ailleurs à l'échelle des individus comme à celle des États. Or, pourtant, les faits sont têtus parce que 10 ans de bombes, 10 ans d'ultra-violence djihadiste, 10 ans de propagande ont fait que le pays est toujours, j'allais dire, là, vivant, même s'il est en piteux état. Le gouvernement légal est toujours en place, le président aussi, la reconquête du territoire est très très largement quand même faite. Donc l'intégrité territoriale syrienne, qui n'est pas recouvrée complètement, mais c'est quand même l'est largement.
Tous les avatars djihadistes de Daesh, d'Al-Qaïda, n'ont pas réussi à faire du bon boulot finalement, quoi qu'on en ait dit. Et ils l'ont fait souvent quand même avec notre encouragement direct, indirect et parfois très concret. L'Iran a réussi à soutenir la Syrie, qui est vraiment la pièce maîtresse de son axe de la résistance. La Russie, elle est venue au secours de l'intégrité territoriale syrienne, pas par bonté d'âme, évidemment, mais elle a considéré qu'elle devait le faire et elle a saisi cette occasion et elle est aujourd'hui à l'affût des bénéfices économiques et politiques de cette intervention. Et puis, il y a la Turquie qui, au départ, espérait la destruction du pays et qui a senti le vent tourner quand même et qui, finalement, joue remarquablement, négocie remarquablement son statut de puissance de l'OTAN, aussi bien vis-à-vis de Washington que vis-à-vis de Moscou, on en reparlera. Donc, elle est maintenant en position, et c'est dangereux, évidemment, pour la paix, mais elle est en position de pays charnière utile à l'un comme à l'autre, à Washington et à Moscou. Elle s'est implantée aujourd'hui massivement à Idlib, on le sait, bastion de l'engeance islamiste radicale anti-Assad. Elle ne fait pas grand-chose pour que ça change, d'ailleurs, et elle tient cette région sous son emprise comme gage de négociation face à Moscou, à Téhéran, à Washington. En tout cas, la destruction programmée de ce pays riche, qui est aussi un hub énergétique et qui n'obéissait pas à l'ordre du monde qu'on rêve à Washington, n'a pas eu lieu et c'est un très lourd camouflet. Et le problème, eh bien, c'est qu'on ne le supporte pas et qu'au lieu de convenir qu'il faut peut-être retrouver ses esprits et chercher une normalisation politique pour qu'enfin les souffrances du peuple syrien finissent, eh bien, et il y a pour cela ce qu'on appelle le processus d'Astana, mais c'est évidemment un processus auquel on n'appartient pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour le torpiller et on poursuit l'objectif initial. Donc là, on peut quand même observer depuis d'ailleurs l'été dernier eh bien, des destructions incommensurables, les lois César, qui empêche en fait toute reconstruction, ne serait-ce que d'être amorcée. Et l'idée, c'est finalement d'obtenir ce fameux, comme d'ailleurs en Iran, comme d'ailleurs parfois en Russie, c'est d'obtenir des Syriens affamés, brisés, ils finissent vraiment par se rebeller contre ce gouvernement et ce régime qu'on ne supporte pas, nous. Évidemment, moi je pense que c'est un mauvais calcul, c'est même un calcul contre-productif, donc tout dépend de l'objectif qu'on cherche. Si c'est le durcissement, ça marche. Si c'est l'apaisement, évidemment, ça ne marche pas. Mais voilà, on est dans une espèce de processus terrible qui consiste à finir le travail qui n'a pas produit ce qu'on en attendait, parce que le pays est brisé, est abîmé, mais n'est pas vaincu. Alors l'Amérique, elle ne s'avoue jamais vaincue. Elle fait bien sûr agir la Turquie, qui est vraiment son proxy. Elle a conclu les accords d'Abraham pour coaliser contre Téhéran les rancœurs de tous les États arabes qui ont voulu à la famille Assad depuis des décennies. Elle veut évidemment couper la Syrie parce que c'est le lien entre l'Iran et le Hezbollah. Et pour ça, d'ailleurs, si le Liban doit en faire les frais, il en fera les frais. Et c'est en train de se produire. Donc, je ne pense pas que la paix, malheureusement, soit pour demain, parce que je pense qu'on est dans une espèce de fureur occidentale devant un échec, et que cette fureur est vive, et que, deuxièmement, les manœuvres américaines, maintenant, surtout avec le nouveau pouvoir, avec le retour des néocons, avec un Biden qui n'est pas du tout celui qu'on pense, et surtout avec les gens qui l'entourent, l'idée, c'est de poursuivre la manœuvre américaine contre la Russie et contre la Chine. Et la Syrie en fait les frais, en fait, de cela, c'est-à-dire d'un jeu plus grand. On l'a vu, et c'est là que je voudrais essayer de prendre un peu de perspective par rapport au cas syrien lui-même, et puis après je reviendrai sur ce qu'on peut faire, nous, la France. On voit bien que là, on est dans une phase de crispation et d'agacement américain,
et surtout qui revient à la manœuvre. Donc, on l'a vu sur l'OTAN, il y a un plan qui vient de sortir, qui a été remis au secrétaire général de l'OTAN, qui est quand même un plan très, très inquiétant, qui dénonce la Russie et la Chine comme les ennemis, qui fait en sorte qu'on va avoir de moins en moins besoin, déjà on n'en avait pas beaucoup besoin, mais du consensus et de l'avis des États membres de l'Alliance pour faire ce qu'on veut, qui fait de l'OTAN une organisation politique à spectre planétaire d'intervention. Une rhétorique anti-russe de plus en plus guerrière, et là aussi ça touche la Syrie, parce que comme il s'agit de gêner Moscou, on le fait sur tous les théâtres. On l'a vu avec ce qui s'est passé dans le Caucase à l'automne. Là, je pense que ça va reprendre en Ukraine, ça ne m'étonnerait pas du tout. Il y a un certain nombre de bruits de bottes là qui sont assez clairs, et le président américain lui-même, aujourd'hui, oui, je crois que c'est aujourd'hui, vient de dire que Vladimir Poutine était un tueur et qu'il allait bientôt en payer le prix. Donc, je pense qu'on est dans une phase assez dangereuse, pas seulement pour l'Ukraine, mais ça aura des conséquences sur la Syrie. Ça aura des conséquences sur la Syrie parce que c'est l'encouragement américain à ce que fait la Turquie à Idlib, pour faire grossir toujours le caillou dans la chaussure russe et enfoncer des coins dans le trio d'Astana, qui est en fait la seule chose qui a peut-être une chance de marcher politiquement, même si ça n'est pas parfait, évidemment. Donc, la Syrie fait les frais du grand jeu eurasiatique, en fait, dont la Chine est l'ultime cible, mais dont la Russie est la cible plus immédiate. Et le sort du peuple syrien, qui est dans un triste état, me semble malheureusement très peu importé. Alors, évidemment, ce qui est terrible, c'est que ça intervient au moment où finalement la phase militaire pouvait permettre de passer à une phase de négociation politique. Et Moscou essaie de le faire de manière très intelligente en négociant à la fois avec les monarchies pétrolières et Israël, et puis de l'autre côté en négociant avec les Iraniens et les Turcs, dans une espèce de garder son statut de puissance globale et pas régionale, et de vouloir, entre guillemets, être impartial par rapport aux régionaux. Évidemment, ça met un petit coin dans la relation très forte russo-iranienne. Ce n'est pas vraiment un partenariat stratégique complet. Et puis, il y a des différences, des divergences sur lesquelles on reviendra peut-être entre Moscou et Téhéran sur beaucoup de choses concernant le futur de la Syrie, sur le comité constitutionnel syrien. Là, ils sont tous les deux d'accord, ça ne marche pas, il n'y a pas les Kurdes, mais Moscou, par exemple, voudrait y inclure les pays arabes. Sur la présidentielle syrienne prévue pour le printemps, l'Iran veut la repousser, Moscou non, parce qu'il pense que Damas doit faire des concessions. Ils sont d'accord sur le fait qu'il faut une Syrie stable, mais Moscou voudrait faire rentrer les réfugiés, tandis que Téhéran pense que c'est impossible. La Turquie est un problème pour les deux, mais elle est aussi indispensable à la solution, malheureusement. Et puis, voilà, le vrai problème, c'est que les USA continuent à soutenir les FDS, essaient de faire pression sur l'Iran et la Russie et veulent une escalade. Donc, il n'est pas impossible que la guerre, que l'affrontement, qui est toujours à bas bruit, là, pour l'instant, depuis quelque temps, reprenne, évidemment, autour des enjeux liés à Idlib et à l'est de l'Euphrate. Alors, que faire? Je terminerai là-dessus, sur la France. Moi, je pense qu'évidemment, on n'avait absolument aucun intérêt, ni moral, ni politique, ni stratégique, ni militaire, à participer à cette curée totalement punitive, qu'on aurait dû appuyer la légalité internationale et qu'on aurait dû essayer de sauver ce qui nous reste, et il ne nous reste pas grand-chose, d'influence au Liban et en Syrie, justement en essayant de se ménager un rôle de, comme on dit en anglais, d'honest broker, mais en tout cas d'intermédiaire crédible, le moment venu. Mais bon, on a fait comme sur bien d'autres conflits, on est dans un déni complet de la réalité, on vend notre âme, on brade nos intérêts, on ruine notre crédibilité. Donc on s'est perdu moralement, on s'est perdu politiquement, on s'est perdu stratégiquement. On a parrainé quand même le démembrement programmé du pays. On a poussé des prétendus politiques syriens alternatifs qui n'étaient pas vraiment très représentatifs. Puis, on a encouragé des hordes de gens, de gentils rebelles, n'est-ce pas,
Bref, on a complètement suivi, encore une fois, la logique de fragmentation américaine, en prétendant faire ça en plus au nom de la morale, ce qui est quand même le comble. Donc voilà, stupidité stratégique. C'est toujours le même cycle. Bon, on peut revenir là-dessus. L'encouragement discret des revendications sociales, qui d'ailleurs sont souvent légitimes au départ, la dénonciation de la répression, la diabolisation du régime, le soutien actif à la déstabilisation, l'importation des djihadistes, l'ingérence militaire, l'ingérence dans le processus politique, mais qui nous échappe totalement, parce que justement, il y a cet effet de réalité. Donc, que faire maintenant? Je pense que plus personne n'a vraiment besoin de nous. Et personne n'a envie de nous écouter d'ailleurs, parce que notre parole est très, très démonétisée par notre suivisme idiot. Mais je suis quand même une optimiste. Je pense qu'il n'est jamais trop tard. Simplement, il faut oser faire un véritable, non pas une volte-face, mais une espèce il faut qu'il y ait une prise de conscience très forte. Et surtout une attitude très pragmatique et courageuse. Concrètement, on peut tout à fait se désolidariser, comme d'ailleurs sur d'autres sujets de sanctions, on pourrait tout à fait se désolidariser de tout ce qui sont le César Act, toutes les sanctions extraterritoriales américaines. On peut évidemment essayer avec Moscou de participer ou de trouver un rôle ou de trouver une utilité dans le processus d'Astana. Ce sera difficile parce qu'on ne nous attend pas, mais rien n'est impossible. On peut évidemment arrêter de hurler avec les loups et nous atteler, nous proposer aussi pour participer à la reconstruction de ce pays. Et puis, il y a quand même quelques gestes forts, pas très compliqués à faire. Réouvrir l'ambassade, réouvrir nos consulats, faire de la coopération en matière de renseignement et de lutte antiterroriste, où là, quand même, ce serait très utile. Bon, alors évidemment, on me dira, mais comme d'habitude, vous êtes une douce rêveuse, et puis jamais, c'est impossible, c'est infamant, c'est scandaleux, c'est illusoire. Moi, je pense que ce qui est illusoire, c'est de continuer, c'est de s'entêter dans l'erreur, c'est de s'entêter dans le saccage de nos liens avec la Syrie et avec les Syriens, qui était un lien d'estime, qui était un lien culturel, qui était un lien historique, qui était un lien affectif, bien au-delà des péripéties politiques. Et je pense que nous devrions nous atteler à restaurer ce lien-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été trop long, pas assez longue, mais c'est ce que je voulais dire. Non, Caroline, c'était absolument parfait. De mon point de vue, vous êtes loin d'être une rêveuse. Et merci beaucoup pour cette description sans concession, concrète, réaliste, mais aussi inquiétante. Je dois dire que oui, ça va susciter probablement des quantités d'interrogations, de questions tout à l'heure. En tout cas, moi, je partage complètement votre point de vue. Errare humanum est. Je crois que la France pourrait dire on s'est planté depuis 10 ans. Il faut le reconnaître. C'est normal qu'une nation, qu'un pays fasse des erreurs, de même qu'un homme fasse des erreurs. Merci beaucoup, Caroline. Mais restez là parce qu'on aura besoin de vous après. Je vous en prie. Monsieur le député Gérard Bapt, si vous êtes prêt à prendre le relais. Monsieur Bapt, si Monsieur Bapt ne peut pas intervenir maintenant, Monsieur Ahmed Manaï, si vous êtes prêt et disposé, allez-y. Monsieur Manaï ou Monsieur Bapt. Il faudrait peut-être qu'ils rallument leur microphone. Appuie, réactive ton son. Ah oui, François, je vois beaucoup de microphones coupés. Oui, c'est vrai, mais ils peuvent chacun rallumer. Hein. Nous, on peut les couper, mais ils peuvent les rallumer. Il n'y a aucun problème. Non, je suis en train de demander la réactivation du micro de Monsieur Bapt. Il est où? C'est Dadou. Dadou Bapt. Ah, il est là, voilà. Vous y êtes, Monsieur le député? Non, mais son micro est encore désactivé. C'est lui, hein? Oui, mais c'est à lui de le mettre, je pense. Réactivez Allô, oui, je vous entends.
Voilà, ça y Le est, ça micro. y est. Ah, très bien. Oui, oui, c'est à lui de le réactiver. On peut le faire aussi, François. Oui, bon. Mais c'est très bon bien. là. Voilà, ça marche. Je ne l'ai Monsieur, pas trouvé. Alors, monsieur le député, à vous la parole. Ça vient du Zoom. Hein. Vous y êtes? À qui parlez-vous? Oui, ben oui. À qui parlez-vous? Est-ce que vous C'est m'entendez? vous, monsieur le député. C'est vous qui Oui. devez maintenant intervenir. D'accord. Et votre micro fonctionne. Allez-y, s'il vous plaît. D'accord. Moi, j'ai eu une longue interruption, donc je n'ai pas entendu l'essentiel de l'intervention de Caroline Kalakteros, malheureusement. Mais je me suis enquis auprès de médecins syriens en Syrie pour vous dire combien la situation sanitaire et médicale en Syrie est catastrophique. Petite idée simplement. Alors non seulement il y a eu beaucoup de médecins qui malheureusement ont péri à cause du Covid, parce qu'on manque de médicaments, on manque surtout de respirateurs, de mécanismes d'oxygène. D'une manière générale, d'ailleurs, les médicaments, notamment les médicaments un peu complexes, les chimiothérapies ou les médicaments pour les maladies chroniques manquent cruellement. Les sociétés qui seraient habilitées à fournir des équipements ou des pièces de rechange ne commercent pas en Syrie parce que l'embargo empêche toute transaction financière. Donc, elles refusent totalement d'avoir des relations commerciales avec la Syrie. Avec le Liban, ça s'est tari aussi parce que l'embargo touche aussi les banques libanaises. Il n'y a malheureusement pas, à l'heure actuelle, suffisamment de places hospitalières. À Alep en particulier, le CHU et l'hôpital des enfants ont été détruits par les djihadistes et puis il n'y a pas eu de possibilité encore de reconstruction, bien entendu. À Alep, on a par exemple 25 ambulances alors qu'il y en avait 65 autrefois, mais ces ambulances sont à court souvent de carburant. On manque de fuel aussi pour les générateurs, donc les équipements hospitaliers, les établissements hospitaliers eux-mêmes, parce que l'électricité est très incertaine. Les établissements hospitaliers eux-mêmes sont parfois interrompus par manque d'énergie. Ajoutons encore qu'il y a des pénuries alimentaires. Le blé manque. Il faut dire que les champs de blé ont été brûlés notamment par des bombardements américains. Le lait pour les enfants transité d'argent et donc de la difficulté aussi à faire transiter des équipements. Tout ça, ça crée une situation qui est à l'heure actuelle totalement... Monsieur le député, on ne vous entend plus. Vous êtes probablement coupé. Ah oui, oui. Pourtant, le micro n'est pas coupé. Tout, oui. Non, moi, je ne le vois pas. Hein. Il nous a quittés. Oui. Mais c'est involontaire. Oui, oui. Non, mais on ne le voit plus du tout. Vous le voyez apparaître sur la liste, donc, monsieur Destremaux? Oui, mais donc, non, moi, je l'ai vu sur la liste, là, le député Gérard. Alexandre me dit si. S'il n'est pas là, il reprendra après. Est-ce que M. Manaï, Ahmed Manaï, vous êtes prêt? Je suis prêt, Monsieur le Président. Allez-y. Oui. Bonjour, madame, mesdames et messieurs. Je vous remercie de m'avoir offert l'opportunité de témoigner. Et, je vais vous ramener au tout début de la guerre contre la Syrie et en Syrie, c'est-à-dire en 2011, au moment où la Ligue arabe a décidé, d'un commun accord avec le gouvernement syrien, d'envoyer dans ce pays une mission d'observateurs.
je vais passer sur les négociations, enfin, qui ont été longues, elles ont duré plus de 2 mois. Je vais passer directement à la phase où les observateurs, ou du moins les premiers d'entre eux, ont été en Syrie. Et c'était le 27-12-2011. Le 27 décembre 2011, il y avait le chef de la mission, c'était un général soudanais, et 10 de ses observateurs. Ils ont été rendre une première visite à Homs et dans sa région. Et c'est là où, à l'époque, en 2011, c'était une des zones, de 3 ou 4 zones les plus chaudes de Syrie. C'est là où il y a eu le plus de violence. Et ils ont constaté, je vais vous lire quelques phrases du rapport de cette première mission sur le terrain. Alors, il y a les observateurs ont constaté qu'il y avait beaucoup de violence du fait des groupes armés très actifs dans cette région. Des actes de sabotage. Il y avait aussi des problèmes de nourriture. Il y avait aussi des problèmes d'armes. Le rapport dit qu'à l'époque, à Homs, il y avait 3000 hommes armés, ce qui dément totalement la propagande de l'époque que la révolution syrienne était une révolution pacifique. Rien qu'à Homs, il y avait 3000 hommes armés et qui étaient en guerre, si vous voulez, avec l'armée syrienne. Cette mission, la première donc, n'a pas duré longtemps, elle a duré tout juste 3 jours, mais un de ces résultats est qu'il y avait un des observateurs qui a trahi sa mission et il est parti 3 jours après pour servir la propagande internationale. Ce personnage, c'est un Anwar Malik, c'était un observateur algérien que je connais personnellement, que j'ai connu à la fin des années 2000 à Paris. Et il avait négocié son départ avec la chaîne qatari Al Jazeera. Certains de ses amis m'ont dit qu'il avait demandé 100 000 euros, mais qu'il avait touché tout juste 50 000 euros. Mais il a fait beaucoup de mal à la mission des observateurs. Alors, je passe donc sur cette première phase. À la fin de 2011, début 2012, l'ensemble des observateurs étaient pratiquement présents et on avait 160 observateurs qui représentaient 13 pays et 5 organisations non gouvernementales. Alors, je vais vous dire les 13 pays qui ont envoyé des observateurs et les ont envoyés comme ce sont souvent des diplomates. Il y avait beaucoup d'ambassadeurs, de consuls généraux. Il y avait aussi des représentants de l'administration du ministère de l'Intérieur. Et il y avait, à côté évidemment des représentants des ONG, donc il y a les diplomates, les ministères de l'Intérieur, etc. Et tous ces représentants, tous ces observateurs avaient 4 questions auxquelles ils doivent répondre. Je vais vous les citer. La première question, est-ce qu'il y a dans les villes visitées ou autour de ces villes, est-ce qu'il y avait une présence armée? C'est-à-dire,
s'il y avait des chars, s'il y avait des voitures blindées, ainsi de suite. La deuxième question concernait les prisonniers politiques. Est-ce qu'ils ont été libérés ou pas? Je vais vous dire par la suite comment on opérait sur le terrain. Et la troisième question, c'était plutôt la première, si les autorités syriennes réprimaient violemment ou plutôt autorisaient les manifestations pacifiques. La dernière question concernant les médias étrangers et syriens pour dire s'ils étaient présents sur le terrain ou pas. Je vais maintenant vous dire comment chacun des groupes, enfin, il y en avait 22 qui ont été répartis sur 22 sites, c'est-à-dire des villes et dans certains cas des villes secondaires. Voilà comment nous avions opéré tout au long de la mission. Je dois le dire, je l'ai dit plusieurs fois, je le répète, conformément au protocole d'accord entre la Syrie et la Ligue arabe, les autorités syriennes nous ont toujours facilité les choses. Ils ne nous ont jamais empêché de ne faire notre travail. Alors, voilà, je vous dis comment nous opérions. Le matin, moi j'ai travaillé à Hasaka et Qamishli. Hasaka et Qamishli, il faut le dire qu'à l'époque, la région était... Enfin, il n'y avait pas beaucoup de violence. Il y avait des enlèvements de jeunes, souvent des jeunes recrues de l'armée qui revenaient dans leur famille. On les enlevait et on essayait de faire croire à leur famille qu'il suffit de payer la rançon pour qu'on les libère, et le plus souvent, ils ne sont jamais libérés. En tout cas, le matin, chaque matin, quand on part en mission, nous avions un groupe de policiers qui va avec nous. Donc on le voit. Ils ne savent pas où on va. Nous mettions dans nos voitures, nous avions 2 voitures, on se met en voiture et on dit au chef de la police qui nous accompagne, voilà, on va ce matin à telle ou telle ville ou village, à tel quartier de Hasaka ou de Qamishli, et ils nous suivent. Quand on arrive dans un coin, dans un quartier, dans une ville, on est souvent reçu par des manifestants. Remarquez, il y avait des manifestants hostiles au gouvernement et d'autres qui sont 8, 9, parfois 10 fois plus nombreux que les gens qui étaient hostiles. Donc, 10 fois plus nombreux, des manifestants favorables au gouvernement. Alors, quand on arrive, on nous raconte, on dit beaucoup de choses, parce que ce qui leur a été fait, etc. On enregistre, on écoute les gens, on écoute leurs doléances, et ainsi de suite. Et à la fin de chaque mission, à la fin de la journée, on envoie notre rapport journalier quotidien à la salle d'opération de la Ligue arabe à Damas. La deuxième question, là, c'est ce que j'ai dit, il faut quelques mots sur les manifestations et comment se comporter avec nous. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de violence contre les membres de la mission d'observateurs, pas tellement dans mon cas, dans notre cas à Meshli, mais ailleurs, à Halab, à Hama, il y a eu des violences, des voitures blindées, une voiture blindée au moins de cette mission a été bousillée. Alors après, on a été visiter des prisons et on discutait avec les prisonniers
s'ils sont maltraités ou bien traités. Au contraire, s'ils vont être libérés ou non, si certains de leurs amis ont été libérés. Et il y a eu, bon, je dois dire à l'époque, il y a eu 2 amnisties présidentielles qui ont ramené le nombre de détenus, plutôt parce qu'ils n'étaient pas encore jugés, qui avaient ramené le nombre de détenus au triple. Ceux qui étaient restés en détention, ce sont des gens qui ont été accusés de violence. Ça, c'est avec les prisonniers. Est-ce qu'il y a une présence militaire dans et autour des villes? Là où nous étions, à Qamishli et à Hama, vous savez, je dois vous dire, les militaires qui étaient avec nous, ce sont tous des colonels et des généraux et savent reconnaître les traces d'un véhicule blindé, d'un camion citerne ou de je ne sais pas quoi. À l'époque, il n'y avait pas dans cette région de présence militaire. Par contre, dans d'autres villes, ce que d'ailleurs le rapport mentionne clairement, il y a eu dans d'autres villes, surtout à Homs et dans les environs, une présence militaire. J'en viens maintenant au 4e point. Monsieur Manaï. Oui. Oui. Allez-y, continuez le 4e point et après, il faudra qu'on s'arrête parce que le temps passe et vous serez réutilisé, si je peux dire, pour de nouvelles questions. Vous exposez votre 4e point, s'il vous plaît. La 4e question concerne les médias. Il fallait savoir si les médias étrangers ou syriens étaient libres de travailler sur place. On avait le nombre de médias étrangers représentés en Syrie à l'époque. La seule difficulté qu'ils avaient, ils étaient plus de 140 médias syriens internationaux présents sur le terrain. Le seul problème qu'il y avait, c'est que les étrangers, les médias, les journalistes étrangers n'avaient pas de visa de longue durée, juste quelques jours, une semaine tout au plus. Dernier point, il faudrait que je le mentionne, c'est un point très important. La Ligue arabe, à l'époque, la présidence de la Ligue revenait à la Palestine. Et la Palestine, les Palestiniens ont cédé cette présidence au Qatar contre monnaie sonnante et trébuchante. Et c'est ce qui explique le rôle primordial pris par le Qatar dans ce drame syrien. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Manaï, pour ce témoignage. De toute façon, les questions vous seront posées pour cette première période de déclenchement de la révolution et de la guerre en Syrie. Monsieur Denessé, je vous rappelle que vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement et que vous êtes maintenant sollicité pour nous dire tout ce que vous savez sur cette question de la guerre en Syrie. Monsieur Denessé. Ah. Monsieur Denessé, vous étiez là tout à l'heure. Si, vous êtes là, mais on ne vous entend pas. Il faut réactiver votre micro. C'est bien, ça marche. Bien. Merci à vous. Moi, je voulais revenir sur un point. Je crois qu'il faut rappeler quelque chose d'important. C'est que la Première Guerre mondiale a duré 4 ans, la Seconde Guerre mondiale 6 ans, la guerre Iran-Irak 8 ans, et la guerre en Syrie en est à sa 10e année. Et qu'on est dans le cadre d'un pays qui est agressé par quasiment tous ses voisins, puisque la Turquie, Israël, mais aussi les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et à un moindre degré la Jordanie ont participé à cette guerre contre la Syrie, qui est elle-même agressée par les groupes terroristes que nous connaissons tous, plus par des mouvements internes dont on pourra reparler. Et donc, on a quasiment
une petite guerre mondiale qui en durée était plus longue que les autres conflits, mais compte tenu du nombre de belligérants et d'enjeux dans la région, je crois que les années qui viennent nous permettront peut-être de présenter ce conflit comme un quasi-conflit mondial. Ce qui est très frappant, c'est de voir que ce pays qui a été attaqué, assiégé par autant d'États a tenu finalement, sans finalement que l'opinion publique internationale se pose véritablement la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a une telle résilience du gouvernement syrien, du peuple syrien. Et il va de soi que si c'était un régime aussi autoritaire qu'on le décrit, aussi autocratique, aussi totalitaire et aussi meurtrier, il n'aurait évidemment pas duré très longtemps. Et cet aspect sociologique sur la composition de la population syrienne, le soutien qui finalement a été apporté, c'est peut-être que 51 ou 52% de la population, mais ça a suffi à ce que le régime et l'ensemble du pays ne basculent pas. Le pays a pourtant été victime d'une véritable attaque, que ce soit bien sûr sur le plan militaire, mais également sur le plan de l'information, et je vais y revenir, également d'un embargo économique terrible. Gérard Bapt le disait tout à l'heure, l'embargo médical a commencé très tôt. Les Syriens, dans les premières années du conflit, ont développé un véritable savoir-faire en matière d'intervention médicale d'urgence parce qu'ils n'avaient pas de ressources extérieures. Et malheureusement, effectivement, la crise du Covid a largement compliqué la situation. Ce qui me semble important de rappeler, c'est que plus le conflit s'est développé, plus il a duré, plus il y a eu une distorsion importante entre la réalité des faits sur le terrain et l'image que nous en avions en Occident, soit par désintérêt ou par mésintérêt, mais surtout en raison d'une propagande et d'une désinformation qui semble avoir battu absolument tous les records. Et cette désinformation, cette propagande, elles ont été essentiellement orchestrées, bien sûr, par l'Occident, mais aussi par l'ensemble des régimes arabes qui avaient un intérêt direct à ce que le régime syrien tombe. Pour moi, côté pays arabes, ce qui était vraiment l'enjeu numéro un, c'est de faire tomber un régime qu'on qualifie parfois de laïque, ce qui me semble un peu excessif, mais en tout cas un régime pluraliste. Et toutes les monarchies salafistes du Golfe Persique, comme la Turquie, entendaient bien à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule tête dans le monde arabe et que tous les pays soient des pays musulmans sunnites intégristes. Et bien sûr, le régime de Bachar avec les Alaouites, avec les différentes communautés chrétiennes, avec la cohabitation entre les sunnites et certaines autres minorités, s'opposait tout à fait à leur vision des choses. Alors, on a vu ces désinformations, bien sûr, orchestrées par les Américains. Les Britanniques ont joué un rôle tout à fait essentiel en la matière. Et je pense que le Brexit doit nous amener peut-être à reconsidérer au niveau de l'Union européenne nos positions. Des casques blancs, des ONG qui ont été activées, comme c'était le cas par des groupes comme Bellingcat, qu'on voit aussi sur les histoires russes. Il y a vraiment eu une action très, très efficace et très offensive des Britanniques. D'ailleurs, un certain nombre de documents confidentiels commencent à sortir sur Internet. Toutes les chaînes arabes, bien sûr, ont joué un rôle fondamental. Le précédent intervenant l'expliquait, Al Jazeera, Al Arabia et tous ces médias-là ont donné une vision totalement fausse, totalement déformée du conflit. Très souvent, les images d'Alep qui étaient diffusées dans nos différents documentaires étaient des images de Gaza ou de Cisjordanie, voire de combats ayant lieu en Irak ou en Libye. Et il y a eu finalement une tromperie complète de l'opinion occidentale qui finalement, lui-même ne s'intéressant pas tant que ça au conflit syrien, n'a pas vraiment pris, mais malgré tout, les belligérants ayant agressé Damas ont eu gain de cause. Je rappellerai aussi une chose, c'est que 2 États étrangers sont intervenus de manière tout à fait légalement en Syrie. C'est le cas de la Russie, bien sûr, et de l'Iran, qui ont été appelés par le gouvernement de Damas et qui ont contribué à le défendre. L'Iran ayant fait aussi intervenir sur le terrain un certain nombre de milices d'origine pakistanaise, irakienne, afghane, qui sont venues prêter main forte. Et bien évidemment, le Hezbollah s'est engagé sur le terrain. Et finalement, j'ai envie de dire, ceux qui défendent vraiment la démocratie, ceux qui défendent vraiment les valeurs du droit international, ceux qui défendent vraiment les valeurs que nous, Français, auxquelles nous avons adhéré pendant longtemps, eh bien, on se retrouve, comme je viens de le faire à l'instant, en train finalement de justifier et de prendre parti en faveur des Russes, en faveur des Iraniens et du Hezbollah. Alors, on ne le fait pas nécessairement de gaieté de cœur, mais je crois que si on veut être objectif sur une crise comme celle-ci, eh bien ceux qui ont joué les règles du jeu, du droit international et du respect de l'égalité de l'ONU, eh bien ce n'est pas l'Occident.
Et ça m'amène à mon deuxième point. Je crois que cette petite guerre mondiale autour de la Syrie a été finalement le révélateur de ces nouvelles politiques occidentales, bien évidemment sous la houlette américaine. Le premier point, c'est une dérive complète de l'OTAN. Caroline le disait tout à l'heure, c'est devenu une organisation à spectre planétaire, très unilatérale, totalement dominée par les Américains pour conduire la politique étrangère qu'ils souhaitent. Malheureusement, derrière ça, tous les Européens ont suivi sans s'y opposer, voire même pour les Britanniques et quelques autres en voulant aller plus vite que la machine américaine. Et tout ça a contribué une nouvelle fois à malheureusement discréditer l'Europe. Et puis nous, Français, ça c'est le troisième point le plus important pour moi, nous avons bien sûr embrayé le pas à cette politique. Nous avons même failli être parmi les premiers à frapper en Syrie un certain nombre de cas. Et nous avons perdu en la matière tout crédit dans cette région du monde. Je me souviens à l'occasion d'un voyage à Téhéran pendant le conflit syrien où des interlocuteurs, à l'occasion d'une réunion avec des interlocuteurs yéménites, pakistanais et autres, les gens me disaient, vous savez, France is back. Alors je disais, je ne comprends pas, la France n'est pas de retour dans les relations internationales. Ils me disaient, non, la France est de retour dans le rang. Finalement, vous rentrez dans le rang de l'OTAN, comme les Italiens, comme les Anglais, comme les Allemands. Il n'y a plus de troisième voie, il n'y a plus de politique étrangère française de ce nom. Vous êtes redevenu un auxiliaire. Et je pense que malheureusement, cette vision des choses qu'a de plus en plus le monde extra-occidental est tout à fait juste. Nous avons bafoué nos propres valeurs en violant le droit international et la légalité internationale. Eh bien, tous les gens au Moyen-Orient, en Russie, en Chine, considèrent que finalement, les voies que nous essayons de faire entendre ou de défendre sont des fausses voies puisque nous ne défendons que nos propres intérêts. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît très important parce que ça va modifier les relations internationales pour les années à venir. Nous ne sommes plus considérés comme nous pensions probablement l'être pendant de nombreuses décennies comme des États, ou en tout cas un groupe d'États prônant des valeurs de justice, d'égalité, de développement et de démocratie. Aujourd'hui, la duplicité de la politique occidentale, malheureusement, est largement comprise et perçue dans le tiers-monde. Et même si nous revenions à des valeurs plus proches de celles que nous avons défendues ces dernières années, il y aurait tout un historique à remonter pour gagner la confiance d'autres nations. Alors, je ne vais pas revenir sur un point qu'évoquait aussi Caroline Galacteros. Il y a eu une recomposition géostratégique du Moyen-Orient. Alors, ce n'est, Dieu merci, ni le plan Peters, ni le plan Oded-Yinon qui se met en place. Bien sûr, la Turquie s'en a profité de manière tout à fait remarquable, même si sa politique aujourd'hui n'est pas véritablement le succès qu'Erdogan espérait. Malheureusement, ça a fait beaucoup de dégâts. On l'a vu aussi bien en Libye ou au Karabakh, en Syrie évidemment, et en Méditerranée orientale. Ce qui est, à mon sens, tout aussi préoccupant, c'est que toutes les monarchies salafistes sont sorties renforcées de cette situation, alors qu'elles auraient pu être ébranlées par les printemps arabes. Elles sont restées en place avec un soutien américain et je dirais aussi malheureusement avec un soutien israélien, parce que dans le cadre de la lutte contre l'Iran, qui est aujourd'hui le leitmotiv des autorités de Tel Aviv, eh bien, de nombreux accords sont signés avec l'ensemble de ces monarchies du Golfe. Et finalement, Israël, qui est un de nos alliés et un pays que nous soutiendrons à juste titre pendant, je dirais, que nous soutenons depuis toujours, et je pense que nous soutiendrons toujours, finalement s'allie avec ceux qui deviennent aujourd'hui des ennemis de l'Occident, en ce sens qu'ils soutiennent ce terrorisme qui intervient un peu partout dans le monde. Pour le reste, on voit que le chaos continue en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, et que les solutions ne sont pas là. Donc, il y a effectivement, les cartes sont rebattues sur l'ensemble du Moyen-Orient. Je ne suis pas sûr que la physionomie définitive soit pour l'instant facile à distinguer, mais en tout cas, moi, je reste convaincu que cette crise syrienne a été un tournant. Peut-être que l'expression petite guerre mondiale n'est pas adaptée, mais elle est un tournant parce qu'elle révèle une nouvelle politique occidentale extrêmement critiquable. Elle révèle aussi un repositionnement de l'ensemble des acteurs au Moyen-Orient, mais également au niveau de la politique internationale. Et je terminerai sur un point
qui est lié à la crise syrienne. Les sanctions qui ont été imposées à Damas ont été terribles, mais elles le sont toujours également pour l'Iran. On ne peut ne pas être d'accord avec la politique iranienne, mais là aussi, nous bafouons les règles de la diplomatie internationale, puisque l'ambassade d'Iran à Paris n'a plus le droit d'ouvrir un compte auprès d'une banque française. La Société Générale s'est très courageusement déballonnée sous les sanctions américaines, et que nous, qui sommes quand même des défenseurs de la légalité internationale, interdire à des Syriens ou à des Iraniens qui sont des diplomates officiels dans nos pays d'ouvrir un compte en banque, ce qui les amène à ne plus pouvoir payer leur personnel ou leur facture EDF et être obligés d'aller chercher de l'argent liquide je ne sais où, c'est quand même quelque chose d'extrêmement insultant, et c'est vraiment une honte pour notre pays. Voilà, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Denessé, parce que ça, c'est une intervention qui n'est pas de langue de bois. C'est exactement ce qu'il nous faut. Il faut être en face de ses responsabilités et de ce qu'on a fait comme erreur. Tout le monde peut faire des erreurs, mais il faut savoir les reconnaître. Avant de donner la parole à tout le monde, je voudrais dire d'abord que M. Jean-Pierre Vial nous écoute. Jean-Pierre Vial est l'ancien président du groupe d'amitié France-Syrie au Sénat. C'est le président d'honneur de l'association et c'est un ancien sénateur, bien sûr. Et puis, il y a aussi Mme Masri, qu'on connaît bien, qui a été la directrice pendant très longtemps du Centre culturel syrien. Monsieur Denessé, avant de donner la parole à tout le monde, parce que nous sommes nombreux maintenant, on est 105, dites-nous un petit peu, un peu comme Caroline tout à l'heure, s'il y a une chance pour la France de redresser la barre. À court terme, je suis extrêmement pessimiste. Je crois que nous sommes rentrés dans un régime où beaucoup de nos élites sont des gallo-américains, pour faire un parallèle avec la période gallo-romaine, qu'ils sont gagnés à des idéaux aujourd'hui occidentaux ou américains ou néoconservateurs, et que quand bien même un dirigeant politique français voudrait dans les prochaines années changer de politique étrangère, les pressions sur lui seraient telles qu'il ne parviendra pas à le faire ou qu'il ne parviendrait pas à être élu. Voilà. Réponse claire, c'est un peu ce que je pense, mais je n'ose pas trop le dire parce que j'ai toujours un peu d'espoir. La France a quand même un passé au Moyen-Orient depuis très longtemps, ne parlons pas des croisades, et je pense, j'espère qu'elle arrivera à revenir, ou du moins l'amitié entre les peuples, ce n'est pas forcément entre les gouvernements. Je vais donner la parole à tout le monde. On a plus de... Il faut que cette question soit brève et claire. On n'est pas là pour faire un plaidoyer, on est là pour interroger éventuellement les 4 interlocuteurs, y compris M. Bapt, qui peut-être nous a quittés prématurément. Sophia Zarkan, vous voulez poser la première question? Sinon, je pose une question. Allez-y. Allez-y, madame. Oui, bonjour, Monsieur Destremo. Merci beaucoup pour cet excellent exposé de tous les intervenants dont je connais certains, Monsieur Bapt, Monsieur Denessé. Alors, j'ai une question à Monsieur Denessé. En fait, je partage complètement son pessimisme sur la situation de la France ou d'un changement de politique. Mais pour les pays du Golfe, qu'est-ce qu'ils pensent de la dernière déclaration du ministre des Affaires étrangères émirati, qui a critiqué la loi César récemment, il y a quelques jours. Et puis, c'est un peu étonnant de sa part parce que c'est le pays qui a normalisé ses relations avec Israël. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de ces pays? Parce que les Émirats viennent aussi ouvrir leur ambassade. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, écoutez, je pense qu'il est un peu tôt pour en tirer des enseignements. D'une part parce qu'il n'y a pas eu de réaction majeure, en tout cas j'en ai pas vu à cette déclaration-là. Alors les Émirats, c'est quand même un État particulier, c'est probablement l'État le plus respectable ou le moins pire des monarchies du Golfe. On l'a vu il a quand même malheureusement participé à la crise au Yémen. Je suis pour l'instant extrêmement réservé. On est dans une période où il y a quand même un certain nombre de choses qui se passent avec la nouvelle politique américaine, enfin, qui est la reprise d'une ancienne politique. Pour l'instant, je serai extrêmement prudent. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous jeter de la poudre aux yeux? Est-ce que ce n'est pas le point de vue d'un politique qui va être désavoué dans quelque temps? Les lignes de force ne vont pas en ce sens, en tout cas.
Bien, merci. Je vois deux mains levées, mais je voudrais demander à Caroline de répondre à la question qui a été posée. Quel est votre point de vue? Est-ce que vous suivez M. Densey? Caroline? Pardon. Oui, alors moi, je pense qu'effectivement, les Émirats sont sans doute sont en train, en fait, de tirer profit de la polarisation des positions des autres. Et ils ont une politique plus intelligente, plus équilibrée, ne serait-ce que parce que leur activité économique enfin, ils accueillent quand même un certain nombre de richesses d'à peu près tous les acteurs sur leur territoire. Et donc, ils cherchent à devenir, très probablement, une sorte de plateforme peut-être diplomatique, peut-être de diplomatie parallèle, peut-être d'entente un peu pragmatique dans la région, ce dont la Syrie pourrait peut-être recueillir quelques fruits. Mais comme le dit Eric, c'est encore très tôt, c'est-à-dire la déclaration que vous évoquez est une déclaration importante parce que justement, ça permet de faire un pas dans l'autre sens et voilà, de se désolidariser finalement d'un régime de sanctions qui empêche tout finalement, qui empêche la diplomatie, qui empêche d'imaginer quoi que ce soit en matière de reconstruction. Et donc les Émirats là sont en train je pense, de prendre une position opportune et de chercher à s'entendre. Finalement, oui, ils font partie des accords d'Abraham, mais je dirais que c'est un peu en phase avec ce que font les Russes, c'est-à-dire ils sont partis des uns et des autres. Ils cherchent à avoir une position un peu plus globale, un peu en surplomb des intérêts immédiats très polarisés d'autres acteurs. Merci Caroline. Je vous en prie. Je vois 4 mains levées, mais avant, je voudrais souligner la présence de M. Jox, l'ancien ministre de l'Intérieur français. Monsieur Bernard, à vous la parole. Je remets mon micro. C'est bon. Voilà, oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, j'ai appris que la France et la Turquie envisagent de célébrer les 100 ans de l'accord d'Ankara de 1921, soi-disant parce que la France se féliciterait d'être la première à avoir reconnu, disons, le futur régime de la République turque avant la lettre, mais en fait, ça célébrerait la fin de la guerre de Cilicie. Or, cette guerre de Cilicie, qui est un tabou en France, a eu beaucoup d'influence sur la frontière syrienne. C'est à cause d'elle et pour amener des troupes que le général Gouraud, contre l'avis de Paris, a rattaché la Beka à la Syrie, à la future Syrie, et non, au Liban plutôt qu'à la Syrie. Il a détaché la Beka de la Syrie. Or, on sait que par tous les ambassadeurs de France que le président Assad racontait tout cela aux ambassadeurs de France quand ils arrivaient. Or, je pense qu'on ferait saisir cette occasion pour proposer en fait une réunion tripartite au moins avec la Syrie, la Turquie et la France, quelque part dans cette région entre Gaziantep et Antioche, pour reconnaître en fait les erreurs de la France, son influence dans ce destin du Moyen-Orient et régler tous les conflits actuels en revenant aussi donc sur les conflits anciens. Voilà ce que j'ai proposé au comité France-Turc et j'insisterai par différents canaux pour cette opportunité de lier l'histoire et le présent. Oui, c'est vrai. On pourrait saisir cette occasion-là, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas entendu la moindre indice sur ça. Madame Naïla, à vous la parole, et ensuite, ce sera Madame Lalonde. Madame Naïla, vous avez une question à poser? Ne concerne pas la politique, mais plutôt la population française. Et je m'adresse à M. Denessé et Mme Galeteros pour savoir comment ils peuvent, à leur niveau, faire parvenir leurs analyses, leurs points de vue sur le conflit syrien. Et parce que la population française ne croit qu'à ces médias, et malheureusement, nous savons tous leur tendance qui n'était pas juste ni impartiale dans ce conflit. Voilà, merci. Allez-y, Caroline, pour commencer. Et ensuite, ça sera M. Densey.
C'est une très bonne question, mais écoutez, c'est très difficile de faire passer une vision pragmatique, lucide et finalement non dogmatique sur les conflits, que ce soit d'ailleurs le conflit syrien ou d'autres. C'est valable sur les perceptions qu'on peut avoir d'autres acteurs internationaux, que ce soit l'Iran, que ce soit la Russie. Si vous voulez, ça monte parfois jusqu'au niveau politique, mais il n'en redescend jamais rien. C'est-à-dire que malheureusement, ça ne provoque pas de prise de conscience, ça ne provoque pas de volonté peut-être de saisir des opportunités ou des moments, des turning points dans l'actualité où on pourrait effectivement, à un moment donné, faire un pas de côté et pouvoir proposer, pouvoir changer, pouvoir jouer un peu l'écart. Parce que nous collons d'une manière absolument folle et scandaleuse aux desiderata américains. C'est tout. Nous sommes dans une espèce d'osmose consentie qui est à rebours non seulement, à mon avis, de nos intérêts, de nos principes, de nos valeurs. Voilà, c'est quelque chose de terrible. Donc malheureusement, le politique, lui, qui est dans l'actualité, qui est dans la sensation, qui est dans la réaction, beaucoup plus que dans la stratégie et dans la définition stratégique ou dans l'anticipation, eh bien, a beaucoup de mal et ne souhaite pas, même quand on arrive à faire passer certaines idées dans les médias, par des publications, par des papiers, ça ne produit pas ce que ça devrait produire, malheureusement. Donc, je le déplore, je suis comme vous. Je fais ce que je peux. Monsieur Densey. Oui, je pense aussi qu'il y a deux choses. D'abord, fondamentalement, on est quand même à des pays du monde occidental dont l'opinion est le moins passionnée de questions internationales. Il suffit de voir le peu de place que ça occupe dans nos médias comparativement à ce qu'on peut trouver en Allemagne, en Italie ou ailleurs. Deuxième chose, moi je vis en province depuis très longtemps. Honnêtement, la crise syrienne, les gens s'en moquent. Hein, ils sont quand même beaucoup plus préoccupés par le pouvoir d'achat, le Covid. Et puis finalement, quand les idées arrivent, ils ont tendance à les gober, mais dès qu'on leur présente une argumentation un peu différente, ils sont prêts à remettre les médias en cause. Et je crois que la crise du Covid et la défiance qu'il y a à l'égard des médias va accélérer le phénomène. Mais en réalité, je crois que le problème est simple, c'est quelque chose qui ne les concerne pas, donc ils ne perdent pas véritablement de temps à se construire un avis sur ce sujet-là. Il n'y a que dans les milieux parisiens où certaines personnes, parce qu'ils entendent la même chose sur 4 médias différents, vont penser que c'est la vérité. Et nous, en renseignement, c'est par excellence ce qu'on appelle le fourre-coupement, évidemment. Il est sûr que le rôle des médias en province ou ailleurs est fondamental. Madame Lalonde, avant Patrice Bouchon. Patricia Lalonde, à vous de jouer. On vous entend mal. Vous m'entendez là? Parfait. Très bien. Vous m'entendez? Oui. Très bien, c'est bon. bon. D'abord, je voudrais remercier l'association. Bon, je voudrais remercier l'association des Amis de la Syrie. Vous faites un travail formidable et ce débat était passionnant. Moi, je voudrais juste vous faire part de mon expérience de mes 2 années au Parlement européen, où évidemment, je suis arrivée avec deux dossiers sous le bras, le Yémen et la Syrie. Alors, inutile de vous dire que c'était circulé, il n'y a rien à voir. Donc, nous sommes en train, au Parlement européen, en permanence, de faire des résolutions sur les droits de l'homme. Et on n'a pas la parole, on ne peut rien faire sur la Syrie, je ne parle même pas du Yémen. Donc, je comprends tout à fait tout ce qui a été dit, c'est absolument navrant. J'ai essayé moi-même de me rendre en Syrie, un tollé général dans mon groupe. Il faut dire que je faisais partie du groupe qui est maintenant le Renew Europe, et ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de pire, mais enfin, que ce soit au PPE ou dans d'autres groupes, c'était pratiquement la même chose, en dehors de certains membres du Front National et de certains de la GUE, enfin de la gauche. C'était tout à fait frustrant. J'ai même été en mission aux Nations Unies avec le Parlement européen. J'ai dit que j'avais l'occasion de rencontrer Jafar El-Jafari, qui était l'envoyé spécial des Nations Unies, l'envoyé spécial de la Syrie aux Nations Unies. Et il m'a été répondu, non, tu ne peux pas aller le voir, c'est épouvantable. Et bon, ce qui fait que j'ai été de mon fait toute seule. Il a fallu que je mente. Enfin,
que je parte d'une réunion pour aller rencontrer M. Bachar el-Jafari dans son bureau près des Nations Unies. Enfin, pour vous expliquer, vraiment, bon, j'aime pas taper sur l'Europe parce que j'étais une grande européenne, j'y croyais dur comme fer, mais franchement, quelle déception. Voilà, c'était le message que je voulais passer. Et je voulais juste poser une petite question à Eric Denessé, ou je ne sais pas, sur les Kurdes. Je voudrais savoir où en sont les Kurdes maintenant, parce qu'au début, j'avais beaucoup milité pour aider les Kurdes il y a un bon bout de temps. Je les ai vus petit à petit devenir de plus en plus opulents, disons. On avait l'impression qu'ils changeaient de locaux dans Paris, ils avaient des locaux de plus en plus somptueux. Et donc, je voudrais savoir maintenant qu'est-ce qu'ils deviennent, parce que j'ai un peu lâché prise sur les Kurdes et j'ai le sentiment qu'ils sont en étau totalement coincés entre les Russes, entre le régime syrien, entre les Turcs qui veulent leur peau. Enfin bref, tout ça est très compliqué. Et les Américains qui les ont, enfin en tout cas, à l'époque, l'administration Trump qui les ont lâchés. Et que va faire l'administration Biden maintenant avec ces Kurdes? Voilà. Excellente question. Je voulais la poser. Merci Patricia. C'est exactement ça. Monsieur Denessé, vous commencez. Oui, très rapidement, on a nous essayé de travailler un petit peu avec les Kurdes, mais alors pour le coup, ils sont pires que les Français. Vous mettez 3 Kurdes dans une pièce, il y a 5 avis différents. Ça me semble très, très difficile de travailler avec eux, même si leurs conditions sont très difficiles. Il y a 2 choses. Leurs conditions sont très difficiles, j'en conviens. Et d'autre part, je n'oublie pas non plus, lorsqu'on en fait des victimes, à juste titre, que ce sont les régiments kurdes qui sont à l'origine du massacre du génocide arménien en 1915. C'est l'armée turque, mais ça a été aussi en grande majorité les régiments kurdes. Donc, ce sont aujourd'hui des victimes, mais il ne faut pas oublier le passé et leurs responsabilités historiques. C'est tout ce que vous avez à dire sur les Kurdes. Pourtant, c'est tout. Parfait. Patrice Bouchon, à vous. Oui, quelle place vous donnez, alors je pense à Caroline ou à M. Denessé, au procès qui commence à poindre un peu partout maintenant, en raison de la compétence universelle des tribunaux européens sur effectivement les responsabilités effectivement qui sont pointées par les parquets des différents pays européens dans le cadre des procès en cours. Quelle place ces procès dans votre vision géostratégique vous leur donnez? Caroline, pour commencer. Patrice, vous parlez des procès contre qui ou des plaintes contre qui? Contre les dirigeants oui, dites-moi. Contre... Voilà, vous êtes au courant des procès qui sont en cours. Oui. Des condamnations ont commencé à tomber contre des représentants des services de sécurité syriens qui ont fui la Syrie et qui ont été arrêtés dans les pays européens et qui font l'objet maintenant de poursuites pénales à raison de la compétence universelle des tribunaux, européens. Notamment en Allemagne, oui. Comme en Allemagne, par exemple, en ce moment. Oui, mais ça me semble assez... Quelle influence ces condamnations, ces procès et ces condamnations peuvent-elles avoir dans le cadre de vos analyses? Pour moi, ça participe de ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire on est dans une vision extrêmement à la fois punitive et très opportune des conflits. Et donc, on personnalise, on trouve des gens, on explique que donc c'était un système global et tout ça vise en fait à juste nous dédouaner de nos propres responsabilités. Donc, ça participe d'un certain nombre d'actions ça va continuer pendant des années. C'est-à-dire, voilà, des choses ont été faites, il faut trouver des responsables et on va juger ces responsables. Etc. Comme ça, on est sûr que jamais les projecteurs ne vont se tourner vers d'autres, vers ceux qui, d'ailleurs, sont à des postes de responsabilité ou l'ont été considérables et qui ont aussi pris des décisions extrêmement graves et humainement tout à fait destructrices pour des populations entières. Mais ceux-là,
Ceux-là, non, ceux-là, voilà, ils étaient du côté des bons sentiments, des grands principes, des valeurs européennes, occidentales, telles qu'on les imagine, mais qui, malheureusement, quand on passe à l'acte, eh bien, ne produisent pas du tout ce qu'on prétend qu'elles devraient produire. Voilà, parce qu'en fait, elles servent d'autres objectifs. Donc, si vous voulez, tous ces procès, ça va se poursuivre, c'est pratique et ça permet surtout de rester dans le déni. Voilà, dans le déni. Bon, Monsieur Densé, peut-être on va demander à Monsieur Manaï aussi tout à l'heure. Monsieur Densé, que vous pensez la même chose, je suis sûr. Oui, ben, il n'y a pas grand-chose comme différence entre Caroline et moi, nous le savons tous les deux. C'est vrai. J'irai pour aller dans le sens de ce qu'elle disait, je crois qu'il faut rappeler d'abord que la CPI, les Américains ont refusé d'être jugés par la CPI, qu'ensuite que Abdelkrim Belhadj, qui était le patron du groupe islamiste combattant libyen, se retrouve aujourd'hui à Tripoli dans le gouvernement sans que nous ayons fait quoi que ce soit. Alors, ça ne veut pas dire que les personnes qui sont poursuivies en justice aujourd'hui sont des innocents. Il est bien évident qu'on n'enfile pas des perles dans les prisons syriennes, mais comme dans les prisons turques, comme dans les prisons des 99% des pays de la planète. Je rappelle aussi que l'Arabie saoudite et le prince Mohammed Ben Salman est responsable de l'assassinat de Khashoggi. Alors, on ne va pas pleurer quand un salaf, quand un wahhabite tue un frère musulman, parce que finalement, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Mais voilà, en tout cas, on est sur une justice qui est totalement... elle n'est pas totalement infondée, mais elle fonctionne uniquement dans un seul sens. Et vous pensez qu'elle est instrumentalisée ? Oui, mais évidemment, c'est ce que disait Caroline. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de débats à avoir sur le sujet. Hein. Je crois que c'est clair. Monsieur Manaï, vous avez quelque chose à dire ? Les magistrats. Oui, une autre question, Didier. Les magistrats, notamment des tribunaux allemands, ce sont des magistrats qui sont intègres, qui respectent les règles de procédure et les règles de droit de la défense. Et ça aboutit à des condamnations, donc à mise en cause d'une responsabilité pénale extrêmement importante. On n'aurait pas, même si on veut effectivement avoir une analyse comme la vôtre sur la situation, la vérité, la situation géopolitique et de ce que vous appelez une guerre mondiale, il n'en demeure pas moins qu'effectivement des responsabilités vont être mises en cause. Et je souhaiterais savoir quel est votre sentiment sur l'avenir et les conséquences sur le plan politique de ces jugements. Est-ce qu'ils peuvent en avoir? Bon. Je donne ces... Écoutez, je pense que ce n'est pas sur le plan politique qu'il y a des conséquences. Je les vois mal, les cartes sont battues et rebattues ailleurs. Quand les magistrats allemands, effectivement, font leur travail, mais à partir du moment où on leur présente des dossiers qui sont des dossiers sérieux, encore une fois, un tortionnaire d'une prison syrienne, même s'il a défendu son pays, il a quand même torturé, et on trouvera des centaines de témoins pour expliquer qu'ils ont été torturés, et je pense qu'ils auront en partie raison, de toute façon. Maintenant, on ne présente pas les gens de l'autre camp, c'est ce que je voulais vous dire. Au-delà de ça, je pense que tout ça est une justice à deux vitesses et que les impacts politiques sont finalement assez minces puisqu'ils se décident ailleurs. Oui, Monsieur Destremont. Merci. Je peux parler. Une question. Oui. Pourrais-je demander une question? Je ne vois pas d'autres. Madame, vous voulez... Pourquoi je suis obligé de Allez-y. Pourquoi je suis obligé de Sinon, tu n'entendras rien. Allez-y, madame. Oui, alors... C'est des petits métiers, c'est des petits boulots. Il y a un micro qui n'est pas coupé là. Ok. Pour revenir à la place... Ah oui, il y a un micro qui parle, en effet. Oui. Voilà. Pour revenir à la place de la France dans cette région, ou plutôt à la place que la France a perdue. On est considérés comme des travailleurs salariés. Donc, attention, on est en Angleterre, au pays. Oui, allez-y, continuez, madame. Il y a un micro qui n'est pas coupé là. Mais vous, allez-y, madame. C'est votre Voilà. Tour. Que pensent nos invités des déclarations attribuées à MBS, donc le prince héritier saoudien,
au moment où la France, où le président Macron s'est rendu plusieurs fois au Liban pour essayer de former un gouvernement. Et on voit que MBS déclare au quotidien Al-Sharq Al-Awsat que Saad el-Hariri pourrait faire le tour du monde, y compris Israël, mais qu'il doit laisser tomber la formation d'un gouvernement, donc pour encore rajouter la complication de la région et de la constitution d'un gouvernement au Liban. Caroline ou bien M. Manaï, si pas tout compris. Je suis désolée, je n'ai pas tout compris, tout entendu, à vrai dire. Oui, bon, Caroline, je disais qu'au moment où la France essaye de au moins remettre un pied au Liban à travers un plan et pour essayer de remettre Saad Hariri comme Premier ministre, on a entendu un grand allié de la France qui est l'Arabie Saoudite. Je rappelle qu'on a vendu beaucoup d'armes sous la présidence de Hollande à l'Arabie Saoudite et que MBS déclare que Saad Hariri, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais avant-hier, l'info est sortie qu'il aurait dit à Hariri, il peut faire le tour du monde, de la terre entière, y compris Israël, mais il doit laisser tomber et démissionner de cette mission. Donc là, on a en parlant de Hariri, donc de lui demander de laisser tomber la constitution d'un gouvernement au Liban. Donc, je parle du rôle des Saoudiens, en fait. Oui, mais le rôle des Saoudiens, ils étaient en appui d'Hariri pendant longtemps, donc ça peut correspondre à plein de choses. Ça peut correspondre à un conflit interne en Arabie Saoudite, ça peut correspondre peut-être à un constat qui fait que la carte Hariri n'est peut-être plus aussi intéressante pour eux et que donc ils préfèrent en choisir une autre et que donc il n'est pas question qu'ils s'imposent ou ils cherchent à se réassurer au Liban contre leur volonté. Enfin, ça peut être beaucoup de choses. Je dois vous dire que je ne saurais pas dire quelque chose de certain à ce sujet. Comment fait-on je vois une main levée de M. Christopher quelque chose. Monsieur, si vous êtes prêt, posez votre question. Monsieur Christopher, votre micro est coupé. Votre micro est coupé et donc vous ne pouvez pas parler. Non, monsieur. Bon, je le découpe. Allez-y. Voilà. Allô? Oui, allez-y maintenant. Vous m'entendez? Oui, très bien, allez-y. Oui, je voudrais vous remercier pour cette conférence très intéressante. Je pense que tous les intervenants ont brossé en fait un portrait très réaliste et malheureusement négatif en ce qui concerne le futur de la Syrie. Moi, je voudrais vous proposer une vision peut-être plus optimiste. C'est-à-dire, imaginons que la France lève les sanctions contre la Russie, que la France lève les sanctions contre l'Iran, donc qu'elle soit autonome, qu'elle soit gaullienne, qu'elle réouvre l'ambassade à Damas. Ne pourrait-il pas y avoir un chemin pour reconstituer un État souverain syrien avec une intégrité territoriale, le pendant étant bien sûr le problème avec la Turquie et au nord de la Syrie avec le combat contre les Kurdes et le corridor qu'ils ont imposé. Mais ne serait-ce pas une façon de sortir, du marasme actuel et pour retrouver une souveraineté française? Question pour Mme Galacteros et M. Dénessé. Oui, allez-y Caroline, mais malheureusement, ça paraît être des vœux pieux. Je ne vois pas la perspective rapide de décision comme ça. Allez-y Caroline. Ben, ce serait formidable que la France soit capable de prendre ces décisions. Après, évidemment, si elle fait ça, la minute d'après, la seconde d'après,
il y aura une levée de bouclier contre nous de tous les gens qui ne souhaitent surtout pas qu'une telle autonomisation se fasse parce qu'elle pourra avoir un effet d'entraînement assez considérable, malgré tout. Donc, oui, ça changerait la donne déjà. Il est certain que nous aurions immédiatement des pressions évidemment américaines, des pressions saoudiennes, des pressions qataries, des pressions d'un certain nombre d'États qui se diraient mon Dieu, le système risque de se débloquer. Le problème, c'est que là, le système est bloqué et tout le monde est bien d'accord pour qu'il reste bloqué. Et si jamais un des acteurs occidentaux avait l'outrecuidance d'oser prendre des décisions, comme vous dites, booléennes, ou en tout cas d'indépendance, de réflexion autonome et de détermination autonome de ce qu'il y a de mieux à faire pour un pays, pour une région, ça viendrait tellement contrecarrer les plans qui sont faits pour cette région depuis longtemps, qu'il y aurait de très lourdes menaces, intimidations, sanctions, représailles, etc. Après, il faut pouvoir y survivre, il faut pouvoir tenir, il faut aller au choc et tenir, c'est un peu ce que je pense, de manière générale. Merci, merci Caroline. Je vois deux mains. Monsieur Taoufik Chamar et Madame Sarkis. Madame Sarkis, vous êtes Madame Sarkis. Il y a 5 mains, Monsieur Destremo. 5 mains. Ah ben je vois 6 même maintenant. Oui. Bon alors, Madame Sarkis, vous avez commencé. Allez-y. Bon, je vais me diriger. Bon, Madame Sarkis n'est pas là. Monsieur Taoufik Chamar, allez-y. Bonsoir tout le monde. Monsieur Taoufik. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Pour cette occasion de s'exprimer à propos de la Syrie d'aujourd'hui et de demain, je pense que le choc dont on parlait, qui risquait de se produire au cas où la France normalise ses relations avec un État dictatorial, est lié tout simplement au fait que la catastrophe humanitaire qui a été produite en Syrie durant ces 10 années n'a pas d'égal. Les derniers rapports qui ont été émis récemment témoignent des atrocités qui ont dépassé celles des nazis. Donc, le lever du bouclier dont on parle contre une éventuelle normalisation avec un tel État dictatorial n'est qu'un juste retour. Et nous l'espérons, nous les Syriens en tout cas à 80%, ceux qui ont souffert de cette situation durant ces 10 années, voire durant ces 50 dernières années, est plus que normal. La France, qui est le pays de la Révolution française, qui a levé les droits de l'homme et la démocratie et l'égalité et la fraternité, est certainement le dernier pays à vouloir normaliser avec l'horreur. La normalisation de l'horreur, cher monsieur, est plus que jamais révolue au XXIe siècle. Donc nous attendons tous, pas seulement les Syriens, mais aussi tous les amoureux de la liberté et des valeurs de la Révolution française, que cette normalisation avec un régime d'horreur ne se produit jamais. Voilà ma intervention. Merci pour votre écoute. Voilà une opinion bien tranchée qui mérite d'être entendue. C'est très bien. Merci beaucoup, monsieur, de l'exprimer aussi courageusement. Madame Sofia Zarkis, vous êtes toujours là? Allô? Oui, allez-y. Oui, mais c'est parce que je m'appelle Zarkan, donc je ne savais pas que vous m'appeliez. Pardon. C'est pas grave. Alors, bonsoir. Pardon. Allez-y. Excusez-moi d'avoir écorché votre nom. C'est pas grave, c'est que je ne savais pas que vous vous adressiez à moi. Bonsoir, monsieur Didier. Je suis sur ce forum, enfin, cette visio. Je suis sur cette visio grâce à madame Caroline. De poser la question que vous voulez nous présenter. Oui. Je suis grâce à madame Caroline Zarkan, parce que je ne connaissais pas, je ne connaissais pas votre association. OK? Alors, la question, on parle rarement de ce qui s'est passé le 8 mars, alors je ne parle pas l'arabe, à Dera, avec des enfants qui auraient été torturés
Et donc, le mouvement aurait commencé à Dera et pas à Homs ou Hama. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, un monsieur a parlé des pays du Golfe, tant salafistes que frères musulmans. Comment se fait-il que les médias ne fassent pas le lien avec les attentats qui arrivent régulièrement en Europe? Merci. Monsieur Dennecey, vous êtes capable de répondre à cette interrogation? Il est sûr que c'est à Dera que ça a commencé. Ça, tout le monde le sait. À Homs, c'est en 1982. Oui, oui, non, mais Dera est bien sûr le point de départ. Alors, l'histoire est assez connue. Elle a malheureusement été un peu déformée en Occident. Il y a eu effectivement… Donc, c'est le point de départ de la révolution syrienne. Je vais pas revenir dessus. Je crois qu'il faut rappeler, il y a eu effectivement un certain nombre d'exactions, mais il y a surtout une réaction du régime qui a renvoyé immédiatement le gouverneur local qui avait procédé à cette exaction. Voilà, malheureusement, ça a été les étincelles qui ont déclenché le conflit. Maintenant, il faut regarder si elle n'était pas en partie préparée, parce que de toute façon, la révolution syrienne était planifiée dans le cadre des printemps arabes et que ça n'a été finalement qu'un prétexte après pour enfoncer le régime de Bachar al-Assad. Tout à fait. Merci encore une fois. Madame, je vous vois, vous êtes qualifiée de user. Allez-y, c'est vous, oui, allez-y. Mais non, branchez votre micro, parce que votre micro est… Voilà. Ça. Vous m'entendez maintenant? Votre micro est bon, allez-y. Et maintenant? C'est bon? C'est bon, oui. Ok. Donc, je vais peut-être lancer un pavé dans la mare, mais immédiatement après le bombardement par l'Angleterre, les États-Unis et la France de la Syrie le 14 avril 2018, il y a malheureusement, je dis bien malheureusement, un seul homme politique qui a demandé la destitution de Macron pour violation du droit international et pour toute une série d'autres violations en relation avec cet acte sur la base de l'article 68 de la Constitution. Je sais qu'un certain nombre de personnes qui ont participé ne peuvent pas répondre parce que c'est une question extrêmement sensible, notamment quand on est militaire. Mais je pense que, vu le danger vers lequel nous nous dirigeons, et Madame le colonel Galacteros en a parlé justement avec le retour au pouvoir de Biden, et M. Dennecey, lorsqu'il a parlé justement d'une petite guerre mondiale, il me semble, et je le dis tout en sachant qu'on ne peut peut-être pas m'en répondre, que la question de la destitution de cet individu et de son gouvernement serait déjà lancer une procédure de destitution serait un pas qui ne serait pas impuissant et qui ne serait pas un vœu pieux, parce que c'est techniquement possible. Bon, qui veut commenter cette déclaration qui a le mérite d'exister? Oui, non, mais c'est très bien. C'est un petit pavé dans la mare. Ce n'est pas un énorme, enfin, c'est… Caroline. Non, non, c'est pas moi qui vais, c'est pas moi qui vais le faire, non. De toute façon, non, je ne. Non. Je voudrais dire un mot sur Dera et l'avant Dera. Quelqu'un a parlé des enfants de Dera. Je peux dire un petit mot? Oui, bien sûr, Monsieur Balaï. Allez-y. Oui. 24 heures avant les événements de Dera, ça n'a pas été révélé sur le champ, évidemment, c'est des années avant, c'est des années après. Les Libyens, des révolutionnaires libyens, étaient présents à Dera. Ils sont venus de Jordanie,
avec beaucoup d'armes. Ils ont investi Daraa et notamment la grande mosquée de Daraa qui avait pour imam un vieil homme pratiquement aveugle qui n'a rien vu. Et ce sont ces gens-là qui ont commencé les événements de Daraa le lendemain. Il y a beaucoup d'articles, dont certains sont sur le site de l'ITRI, de l'Institut tunisien de relations internationales, sur l'avant Daraa. Et il serait intéressant de lire quelque chose là-dessus, et surtout, il y aura une réponse sur l'affaire des enfants de Daraa auxquels on a enlevé les ongles, etc. Merci. Merci. Il est sûr que, comme l'a dit M. Densey tout à l'heure, les printemps arabes qui ont commencé quelques mois auparavant devaient inclure la Syrie et que cette affaire-là était probablement très préméditée. Est-ce que c'est un complot international? C'est encore à discuter parce que le complotisme est une maladie quand même. Mais il y avait certainement beaucoup de gens derrière qui voulaient faire tomber le régime syrien qui énervait beaucoup d'Arabes depuis la prise de pouvoir par Hafez el-Assad. Monsieur Moujahed, vous avez levé la main. Je ne sais pas qui vous êtes, mais allez-y s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Ouais, bonsoir tout le monde. J'aimerais commenter un petit peu l'intervention de M. Densey. M. Densey a parlé il a parlé des photos, il a parlé de l'intox médiatique, il a parlé des photos d'Afghanistan, de Gaza, etc., etc. Monsieur Densey, pensez-vous que les milliers de Syriens, des citoyens syriens qui se trouvent à Damas, à Halab, à Homs, à Daraa, qui ont pris des photos, qui ont pris des photos sur les lieux avec leur téléphone portable, vous pensez que ces gens-là travaillent pour les services américains ou les services britanniques ou d'autres services? Est-ce que vous pensez que ces dizaines de milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers, des gens tués par les barils d'explosion lancés par les avions de chasse de l'armée syrienne, ce sont tous des agents américains ou des agents anglais ou des agents français? Je trouve vraiment que c'est scandaleux qu'on puisse parler aujourd'hui. Je ne dis pas non qu'il y a eu de l'intox, il y a eu plein de désinformations, certainement, mais on ne peut pas nier, on ne peut pas cacher la réalité. C'est un peuple qui est en train d'être opprimé, qui est en train d'être massacré. C'est une infrastructure historique, c'est le berceau des civilisations qui a été détruit par les avions de chasse, que ce soit russe, que ce soit syrien. Et tout ça, vous pensez que c'est un complot contre un grand protecteur de droits de l'homme qui s'appelle Bachar al-Assad et avant lui son père Hafez al-Assad? Merci. Monsieur Densey. Oui, alors je vais répondre et après je serai obligé de vous quitter parce que j'ai autre chose à faire. Monsieur, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que les milliers, voire les centaines de milliers de Syriens qui nous envoyaient des photos et des témoignages pour dire qu'effectivement les images que nous voyions étaient fausses, étaient manipulées, tous les témoignages que l'on a pu recueillir quand on est allé tout au long de ce conflit sur place, discuter avec les uns et les autres, et qu'on voyait des cérémonies religieuses réunissant des chiites, des alaouites, des sunnites, des grecs orthodoxes appelant à la paix. Est-ce que vous pensez tout ça que ce sont des choses qui sont fausses? Donc, voilà, je vous retourne la question. La réalité, c'est que pour l'instant, le régime n'est pas tombé. Je n'ai jamais dit que c'était un régime parfait, nous sommes bien d'accord. Mais en tout cas, malgré la coalition internationale, le terrorisme, la désinformation, eh bien, les Syriens, et Dieu sait s'ils ont souffert, sont encore en majorité derrière ce gouvernement, qui n'est pas nécessairement le gouvernement qu'ils préfèrent, mais qui est à leurs yeux le moins pire. Voilà, je vous remercie tous. Je dois vous quitter. Je vous souhaite une très bonne soirée. Moi, au nom de l'AFS, monsieur, je vous remercie beaucoup. Vous avez été très clair, très direct, très concret. Beaucoup. Merci bien. Au revoir. Madame Yaman, c'est à vous. Il ne reste plus que Caroline et monsieur Manaï et monsieur Bap
probablement ici aussi. Allez-y, à vous de jouer. Je vous salue tous de Montréal et j'aimerais vous partager un vécu très dense. Moi, j'animais l'histoire et le patrimoine culturel de la Syrie pendant 15 ans à tous les francophones du monde. Et bien sûr, je partageais leur point de vue, beaucoup de discussions, et des politiciens français, culturels, conseillers culturels, tout poste que vous voulez. Et bien sûr que j'ai quitté avant la guerre parce que c'était clair pour moi que c'est débalancé. Bien sûr, entre les Syriens, il y a le pour et le contre un régime, et c'est humain, et c'est dans tous les pays du monde que ça peut exister. Mais ce qui était donc c'est sûr que les enfants de Daraa, c'était pas tout ce qui est arrivé pendant 10 ans. Oui, il y avait quelque chose qui flochait quelque part, qui n'était pas bien. On n'est pas les plus parfaits et le parfait n'existe dans aucun pays, quelles que soient les prétentions extérieures. Donc, il y a eu les enfants d'Ara, mais ce n'était pas ça qui a déclenché toute cette cérémonie qui dure depuis 10 ans. C'est beaucoup plus. Moi, je suis de formation patrimoine culturel de la Syrie et quand je lis l'histoire, je me permets avec beaucoup de courage de dire, en me basant sur des histoires qui reviennent à force avec les politiciens de tous les siècles, que dans ce qui est arrivé en Syrie, il y a tout un agenda préparé. Oui, il y a des problèmes intérieurs, oui, il y a des choses qui manquent, oui, mais il y a tout un jeu qui tire les ficelles et bien sûr qu'il a profité d'une catégorie qui dit oui, le régime, on a utilisé, moi j'ai fait une maîtrise en France en réalité sur le discours politique. Et le discours politique s'est lancé contre un président pour voir comment les gens réagissent. C'est comme un jeu. Donc, ils ont lancé contre le président. Le président n'est pas recherché, c'est le pays qui est recherché, avant tout. Alors que les gens qui soient pour ou contre le président, à la fin, c'est le peuple et le pays qui est touché. Et en plus, je ne vois pas dans les pays arabes un président qui est meilleur que le Syrien, scientifiquement parlant. Et il n'avait pas une réputation même de parler dictateur ou tout. Il a essayé d'embaucher pendant que j'étais en Syrie des personnes qualifiées et que les Syriens eux-mêmes ont laissé quitter. Donc, vous voyez, dans chaque point comme ça, je ne sais pas, vous connaissez le roman d'Agatha Christie, le crime du train d'Orient Express. Quand il y a quelqu'un parfois qui tombe, les couteaux sont de tous les côtés. Et on n'arrive plus à distinguer la réalité. Mais la réalité est claire. Bien sûr qu'il y a des failles intérieures qui ont permis à ceux de l'extérieur qui veulent arrêter le développement de ce pays de profiter. Ils ont profité pour monter une catégorie qui croit qu'il est loin d'être apte, etc. Mais en temps syrien, n'importe quelle soit la tendance de la personne, je ne peux pas accepter de détruire un pays pour un président. Premièrement, en temps syrien. Deuxièmement, si on juge le régime n'est pas bon, qu'on ne fasse pas de même. Je suis désolée que les couteaux étaient de tous les côtés. Malheureusement, je suis très triste pour mon pays. Et donc, c'est les politiciens et l'ignorance. On est tous tristes et préoccupés par la Syrie. Vous, d'origine syrienne, moi qui suis français, comme d'autres d'ailleurs. En tout cas, c'est vraiment un vrai problème qui nous préoccupe tous. Et l'association Amitié France-Syrie essaye évidemment de conserver les liens entre le peuple syrien que vous représentez et le peuple français. Michel Rimbaud et ensuite peut-être Sami Hajar. Michel, tu as la parole. Madame Midani a demandé à parler aussi. Elle a levé la main. Voilà. Ben, je n'ai pas vu. Je vois Michel Rimbaud d'abord et ensuite vous, Madame Midani. Oui, en fait, non, ce n'est pas Michel Rimbaud, c'est son épouse. Voilà. Moi, c'est un témoignage par rapport à une ou deux interventions tout à l'heure. Un témoignage personnellement que j'ai entendu parce que j'étais présente en mars, j'étais présente en mai ensuite et j'ai été présente ensuite en juillet. Donc j'ai vu petit à petit l'évolution.
Et je me souviens d'un monsieur qui, était qui travaillait dans une épicerie. Et ce monsieur venait me dire un jour, il venait, vous savez, hier, mon voisin qui est diabétique, qui a la jambe coupée, il voulait rentrer chez lui le soir dans sa chaise roulante. Et en fait, il y a 4 gaillards qui sont sortis de chez lui et qui l'ont empêché de rentrer en lui disant, écoutez, vous ne pouvez pas, on a besoin de votre maison. Donc, et sa maison, c'était la banlieue, dans une des banlieues de Damas, autour de Damas. Ils lui ont sorti, il me raconte, et ils lui ont sorti une liasse de billets, tout neuf, extraordinaire, et il me dit, elle est vraiment très bien, cette armée libre syrienne. Elle lui a sorti une liasse de billets, ils lui ont dit, voilà, ils lui ont compté une grosse liasse, et ils lui ont dit, vous pouvez aller dans tel endroit, et vous pouvez aller déménager dans tel endroit, on vous amène toutes vos affaires. Et en fait, c'est comme ça que les maisons ont été utilisées dans la banlieue qui entourait Damas, où on occupait les maisons de gens ou malades, aux vieilles personnes, aux personnes toutes seules, des femmes toutes seules, et on creusait des trous dans les murs pour passer d'un endroit à l'autre. Alors, moi, je veux bien, le gouvernement en Syrie, certainement, il n'était pas parfait, il avait certainement des défauts, il y avait à améliorer beaucoup de choses, mais la Syrie était autosuffisante en tout, personne ne mourait de faim, tout le monde mangeait à sa faim, et en fait, l'université, tout le monde étudiait, tout le monde travaillait, tout le monde sortait et vivait très bien. Que toutes les personnes qui maintenant sont en train de critiquer et sont ravis de ce qui se passe, parce qu'ils sont en train de pleurer ce qui se passe actuellement, tous les gens, parce qu'on a tous des familles qui vivent là-bas et des amis et qui souffrent le martyre. Moi, je leur propose une chose, qu'ils fassent leur valise et qu'ils partent à ce moment-là s'installer à Idlib, et après qu'ils viennent nous rencontrer et nous dire leur témoignage. C'est tout. Merci. Voilà une opinion très tranchée, c'est très bien. Ah ben non, elle n'est pas tranchée, c'est la réalité. Monsieur Hajar, vous avez émis l'intention de parler. Votre micro est coupé. Allez-y. Oui. Allez-y, monsieur, c'est à vous. Vous m'entendez? Allez-y, monsieur, oui, c'est à vous. Vous m'entendez? Allez-y, monsieur, c'est à vous. Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Bon. Vous m'entendez? Oui, allez-y maintenant. Oui, bonjour. Bon, en fait, j'aimerais bien, disons, faire un état des choses. Et tout tourne finalement autour des sanctions américaines. La clé se trouve entre les mains américaines. Les sanctions américaines datent, comme vous le savez, depuis plus de 25 ans. La loi César a été, disons, est sortie très astucieusement parce qu'il y a le nom de César. Et je doute actuellement, personnellement, que les Américains pourraient accepter d'enlever cette loi à cause du nom César. Et je doute que même le peuple américain accepterait ceci. Bon, c'est pas que je suis pour la loi César, mais ça c'est comme ça que ça se passe et l'Europe suit. Je n'ai pas d'autres points de vue à dire, mais c'est la vérité. Merci. On peut douter que le peuple américain lui-même soit concerné par ce qui se passe en Syrie. Il ne sait même pas ce qui se passe dans la ville, dans la grande ville d'à côté. Mais pour le gouvernement américain, vous avez probablement raison. Il va falloir s'arrêter. Il y a Mansour qui a demandé la parole. Oui, est-ce que je peux dire un mot? Allez-y. C'est bref. Allez-y, monsieur. Bonjour, c'est Mouna Mansour, c'est madame. Ah, pardon. Voilà. Moi, je ne veux pas parler du tout politique. C'est très... Ah mince. Comment Allô? faire pour parler? Oui, allez-y.
Oui, j'aimerais bien vous dire qu'il y a énormément de sanctions, que le peuple syrien souffre. Je travaille dans l'humanitaire, je suis partie plusieurs fois en Syrie ces dernières années. Quel est le plan d'action de l'association France-Syrie? De mettre en place les pressions à faire sur le gouvernement français pour qu'on puisse faire des actions, d'aider ce peuple qui est en train de devenir affamé. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de... Même l'infrastructure, elle n'est pas comme avant du tout. Et le peuple souffre. Ajoutant à ça l'explosion qui s'est arrivée le 4 août au Liban, qui n'a pas du tout amélioré les choses, qui a empiré les choses parce qu'on ne peut plus envoyer des conteneurs vers le Liban, vers la Syrie, passant par le Liban. Qu'est-ce que vous préconisez? On s'est déjà vu, M. Destremaux, avec M. Jean-Pierre Vial. On a déjà fait plusieurs lettres pour la Commission européenne pour alléger les sanctions et que c'est l'humanité qui compte, c'est l'humain qui compte. Moi, je vous demande de mettre la pression. On peut parler jusqu'à demain matin de la guerre en Syrie, mais l'essentiel, c'est le pays, l'essentiel, c'est le peuple. Et un pays sans peuple, on ne peut pas continuer. Ce que je demande, est-ce que vous pouvez réunir tous ces efforts-là pour faire une pression sur l'Élysée pour qu'on puisse aider ce peuple affamé? Merci. Moi, je veux bien vous répondre, mais ni moi ni l'association, nous sommes dans une position d'imposer nos points de vue. Heureusement, nous avons avec nous M. Vial, M. Bapt, M. Jox et d'autres gens qui sont efficaces et qui ont des connexions. Ce que je préconise, c'est de continuer à taper sur le clou avec notre petit marteau, en espérant et en étant sûr qu'à force de coups, le clou rentrera dans le bois. Je suis sûr que ça va s'améliorer, mais il faut qu'on agisse avec les faibles moyens que nous avons. Il faut qu'on arrête là. Je vais donner la parole, mais j'espère que Mme Midani sera brève. Je la connais, elle n'est pas toujours brève. Allez-y, madame, et puis après, nous arrêterons. Merci, mais ça fait longtemps que j'ai levé le bras, monsieur Destremaux. Oui, mais je vous vois pas, là. Oui, c'est vous qui dirigez, quand même. Alors, merci d'abord de me donner la parole. Et puis là, vous avez enlevé toutes les images, hein, tous les écrans. Bon, moi, je voudrais juste ajouter deux choses. Monsieur Manaï avait parlé de comment ils ont procédé, mais il ne nous a pas parlé du tout des résultats du rapport, qui a en fait montré que toutes les questions qui étaient posées, moi je le sais parce que je l'avais entendu à plusieurs reprises déjà, que toutes les questions qui étaient posées ont été répondues positivement, et en fait c'est la raison pour laquelle ce rapport de la commission n'a jamais été accepté, et il n'a même pas été traduit ni même lu ni à la Ligue arabe ni aux Nations unies. Ça, c'est un premier point qui montre bien quand même qu'il y avait déjà dès le départ des choses qui étaient cuisinées contre la Syrie. Ça, d'une part, mais d'autre part, aujourd'hui, malgré les sanctions et malgré tout toute cette pression mondiale américaine, l'embargo, etc., je peux dire quand même, le peuple syrien résiste, et résiste parce qu'il est aussi très solidaire avec son gouvernement, avec son armée, avec son président, et que malgré tout, quand même, la Syrie reste quand même un pays souverain et qui continue à se battre pour sa souveraineté. Et en fait, malheureusement, la France, elle loupe encore un coche où elle pourrait effectivement reprendre son rôle, non seulement de médiateur, mais de défenseur de la paix, je dirais, au niveau mondial. Donc, elle pourrait effectivement agir en tant que médiateur. Et là, c'est ce qu'elle ne fait pas, mais elle continue à aller dans l'erreur que Mme Galacteros et que M. Denessé ont bien souligné. Malheureusement, elle continue, elle persiste et signe. Mais je pense qu'il est important que nous, déjà en tant qu'association et en tant que
peuple aussi français, parce que nous puissions ouvrir les yeux et aller dans le sens, effectivement, de redresser la barre. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Ouvrir les yeux, c'est une chose, mais il faut continuer à taper sur le clou pour que ça rentre et pour qu'on soit efficace. Mais je n'ai pas perdu espoir. En tout cas, il faut s'arrêter là. Nous étions 110, ce qui est pas mal. C'est un peu plus que le chiffre habituel pour lequel nous réunissons les gens. Je remercie beaucoup Caroline. Monsieur Densey est parti, c'est dommage parce que je voulais le remercier. Monsieur Bapt nous a quittés. Monsieur Bapt nous a quittés prématurément et c'est fort dommage parce que son témoignage dans le domaine médical et humanitaire était très intéressant. Merci, Monsieur Manaï. Je vous signale qu'en avril, la vidéoconférence de l'Association d'amitié France-Syrie portera sur la question du pillage des trésors archéologiques syriens et des mesures de protection qui sont prises par tout le monde et notamment par le gouvernement syrien. Bien évidemment, vous serez avertis, informés de la date et des conditions d'accès à ces sujets-là. Si vous avez des idées pour les conférences futures de mai, de juin et peut-être de septembre, parce que malheureusement, on est rentré dans une période comme celle-ci, s'il vous plaît, donnez-la moi ou donnez-la nous aux uns et aux autres, ceux que vous connaissez. Merci à tous. Merci certainement d'abord aux intervenants et merci à vous tous qui nous avez rejoints aujourd'hui. Merci à M. Delis qui a procédé à la technique et qui a bien marché encore une fois. Au revoir et à bientôt. Merci, au revoir. Merci. À tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tout le monde. À tous. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.